La gestion du changement et l'intelligence émotionnelle indissociable, c'est déjà notre 148e-ish webinaire parce qu'on ne compte pas nos doublons en anglais. Je veux juste en profiter avant de sauter dans la gestion du changement pour faire un gros clin d'œil et remercier notre partenaire, l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui appuie financièrement tous les webinaires gratuits qu'on vous offre ce printemps. Donc, un grand merci à notre partenaire. Donc, pourquoi ce webinaire? Pourquoi parler de gestion du changement et pourquoi parler d'intelligence émotionnelle? Bien, si on se parle aujourd'hui de gestion du changement, c'est parce qu'on sait très bien que le changement, ça ne se gère pas juste avec un beau plan d'action, des dates, des échéanciers. Il y a un impact qui est tellement plus important qu'il faut aller chercher et c'est ce qu'on vise ensemble. Maximiser l'impact du changement. Donc, parce qu'un changement qui est mal piloté, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher en énergie, en temps, mais aussi en crédibilité comme gestionnaire leader. Donc, on veut donc maximiser non seulement un changement efficace, mais aussi le pouvoir de mobiliser les gens puis d'avoir leur buy-in. Pourquoi un webinaire? Parce que mobiliser les gens, ben c'est ça, c'est pas juste un plan. On gère pas un changement sur papier ou à travers un ordinateur. Un changement, on le vit avec des vrais êtres humains, pas avec des robots. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens embarquent tellement plus dans un changement quand ils ressentent que leur leader, il est humain, que leur leader, il est connecté, qu'on a un rapport avec le leadership, que le leadership, il est sincère, pas juste structuré, réfléchi, compétent et dans sa tête. Donc, toute la notion de rapport et de connexion. Pourquoi parler de gestion du changement et d'intelligence émotionnelle? Parce que quand on les reconnaît comme étant indissociables, ça réduit la résistance, ça réduit l'inconfort. La résistance, c'est souvent une réaction qui est normale devant l'incertitude. Quand on n'est pas certain de quelque chose, on résiste. Je pense que c'est juste la nature humaine qui est faite comme ça. Mais un changement qui est bien pensé, qui est bien accompagné, qui a des bons repères, qui est bien documenté, ça peut réduire l'inconfort, puis ça crée beaucoup plus d'un sentiment de sécurité. Pourquoi parler de ce webinaire? Parce que gérer avec rigueur et justesse, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'un équilibre délicat. Oui, il faut de la rigueur, il faut de la rigueur, mais il faut aussi de la justesse au niveau humain. Parce que un changement, c'est pas juste une affaire qui se passe dans notre tête, dans la logique, c'est aussi un processus qui est émotionnel. J'utilise souvent l'exemple d'Air Canada. Ben, je dis Air Canada, mais n'importe quelle compagnie aérienne. Ça peut être très logique de changer les heures d'un vol, d'annuler un vol, de retarder un vol. Le changement dans cette optique-là peut être logique pour la compagnie aérienne, mais on sait très bien que nous, on le vit beaucoup plus au niveau des émotions. Bien, c'est la même chose avec nos employés et avec nos équipes. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour parler de gestion du changement puis d'intelligence émotionnelle. Donc, au programme, deux petites définitions rapidement. Et là, j'y vais là, avec des chiffres. 5 conditions gagnantes. J'aime appeler ça des devoirs. 5 devoirs à faire avant même de penser à avoir du buy-in. Fait 5 conditions gagnantes. L'impact de l'intelligence émotionnelle sur les employés. En d'autres mots, comment est-ce que moi, comme gestionnaire leader, je fais pour pratiquer de l'intelligence émotionnelle pour avoir le buy-in, donc 8 stratégies, particulièrement gestion du changement. Et puis, 5 astuces, 5 stratégies pour communiquer. Donc, communiquer dans le but d'engager, dans le but d'accroître le buy-in. Je terminerai avec un piège, un risque, une astuce et un impact, puis je vais vous faire un petit clin d'œil sur les prochaines formations. Alors, pour ceux et celles qui sont habitués à nos webinaires, vous reconnaissez certainement le diagramme sur les expectatives en leadership de gestion.
Je passe pas à travers le diagramme au complet, mais regardons-le d'un point de vue gestion du changement. Qu'est-ce que les dirigeants, donc le conseil d'administration, qu'est-ce que mes superviseurs s'attendent de moi en gestion du changement? Bien, là, je peux pas faire autrement que de penser à un de mes mentors qui m'avait dit à un moment donné, quand j'ai commencé, j'ai eu mon premier poste comme direction d'école, il m'avait dit, Micheline, assure-toi que quand tu vas quitter ton école dans 3, 4, 5 ans, que tu l'auras laissé en meilleur état que quand tu es arrivé. Mais si je la laisse en meilleur état que quand je suis arrivée, ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait des changements. Pour avoir des changements, il faut que je sois capable de dépister où sont les lacunes, les défis, les failles, et puis avoir le courage d'embarquer tout le monde vers une amélioration. Donc, c'est une expectative des dirigeants. Puis que nos changements, bien sûr, soient alignés avec la mission, avec ce qu'on fait, hein, notre mandat, la vision, les valeurs. Mes superviseurs s'attendent certainement à ce que je mobilise tout le personnel dans les changements puis les décisions que je prends. Donc ça, c'est l'expectative qui vient d'en haut. Point de vue employé, les employés nous regardent souvent comme les deux gestionnaires, puis ils s'attendent à ce qu'on soit clair sur la direction à prendre, à ce qu'on soit explicite sur où on s'en va, pourquoi on s'en va là, puis comment qu'on va y arriver, puis qui va faire quoi dans tout ça. Donc, direction à prendre, communiquer les choses importantes, prendre les meilleures décisions pour notre organisation, notre département. Puis ça inclut bien sûr tous les changements, toutes les nouvelles initiatives. Fait qu'on est là dans les expectatives aujourd'hui. Peu importe les changements qu'on met en œuvre, il y a 99,99999% des chances que les changements qu'on initie se retrouvent dans l'une des trois sphères que vous voyez à l'écran. Alors, c'est soit un changement au niveau de notre culture de collaboration, c'est soit un changement au niveau de notre amélioration, donc par rapport à notre performance, ou encore notre gouvernance synergique, ou dans les croisés. En d'autres mots, les changements que j'initie, c'est soit pour mieux travailler ensemble, c'est soit pour qu'on soit plus performant, ou c'est soit pour qu'on gère mieux les choses à l'interne. Et tout ça en lien avec mission, vision, valeur. Est-ce que les changements que je suis sur le point d'initier fit dans notre mandat? Est-ce que ça appartient à notre plate-bande? Est-ce que les changements que je veux imposer ou initier ou mettre en place, ça fit avec où on s'en va? Puis est-ce que ça fit aussi avec ce qui nous distingue comme valeur organisationnelle? Est-ce que les changements vont permettre de mieux répondre à la satisfaction de la clientèle? Est-ce qu'on va mieux répondre à leurs besoins? Est-ce que c'est plus aligné avec les tendances du marché pour demeurer concurrent et compétent dans notre domaine? Fait que ça fit dans toutes les sphères d'une dynamique organisationnelle, que ce soit santé, performance, gouvernance. Donc, je passe rapidement à travers ceci. Quelques définitions avant de sauter dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par la gestion du changement? Là, c'est une définition un peu académique, mais je vais vous la résumer en 3 mots. C'est le travail que doit effectuer une personne dans son rôle de gestion, dans l'amélioration de la mise en œuvre de la mission ou dans la réalisation de la vision de l'organisation. Essentiellement, c'est la capacité de créer une vision claire et engageante pour le changement, assurer l'alignement des ressources et le buy-in des gens, et enfin, d'être participatif, d'être présent dans son exécution. Ultimement, c'est la capacité d'une personne de piloter les initiatives de changement avec intelligence émotionnelle et intelligence d'affaires pour s'assurer que les changements durent et réussissent. La gestion du changement, ça se résume en 3 mots. Vision, alignement, exécution. Avoir une vision, savoir où on s'en va, prendre la décision d'aller de point A à point B. Alignement, avoir le buy-in. Pas faire ça toute seule, mais faire ça avec son équipe. Puis exécution, bien,
c'est de rester présent pendant la transition puis que le changement se produit. Vision, alignement, exécution. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle en gestion du changement? Donc, l'intelligence émotionnelle en gestion du changement, c'est d'être capable de reconnaître, comprendre, gérer les émotions. Les nôtres comme gestionnaire leader, mais celles des autres aussi, pour guider les personnes à travers l'incertitude, à travers la résistance et à travers les impacts du changement. Fait essentiellement, c'est de savoir que c'est pas nécessairement le changement qui épuise les gens, mais la manière dont il est vécu et accompagné. Il y a un lien ici avec les conversations difficiles. Les gens disent souvent, c'est pas ce qu'on me dit, c'est comment qu'on me dit qui compte. C'est la même chose avec la gestion du changement. C'est pas nécessairement le changement tel quel, c'est comment qui est vécu, c'est comment qui est géré, puis c'est comment est-ce qu'on accompagne les gens dans tout ça. Donc, ultimement, c'est faire en sorte que le changement soit perçu non pas comme une menace, mais beaucoup plus comme une évolution dans laquelle tout le monde trouve sa place. Fait essentiellement, là, pratico-pratique, ce que ça veut dire ici, c'est que les leaders gestionnaires sont capables de lire les émotions du terrain, être capables de lire le non-dit, rassurer les gens sans minimiser le changement, mais de croire dans les capacités des gens, adresser les peurs, les pertes, pas juste faire semblant que tout est beau et tout est rose et que tout va bien aller. Répéter, clarifier, écouter encore et encore de manière continue. Puis dans tout ça, dans toute cette messiness-là, comme on dit, être capable de garder son calme, même quand les choses brassent. Fait que c'est ça l'intelligence émotionnelle en gestion du changement. Donc, allons voir les 5 conditions gagnantes, les 5 devoirs à faire avant même de considérer d'aller chercher le buy-in des employés. Fait que le devoir numéro un, c'est d'avoir documenté la décision, la vision ou la direction qu'on veut prendre de manière claire et précise. On dit souvent clair et pas cute. Clair, pas nécessairement sexy. Fait que le devoir numéro un, c'est d'être capable de formuler par écrit la trajectoire. Où est-ce qu'on s'en va? Les intentions, les points qui sont non négociables, les points négociables. Fait que c'est de se faire une tête, mais de passer de la tête à l'écrit. Essentiellement, si une idée n'est pas claire sur papier, c'est presque certain qu'elle ne le sera pas dans l'action non plus. Donc, ultimement, cette documentation permet de parler d'une même voix, d'être consistant, d'avoir le même message, de répondre aux questions et d'éviter les interprétations qui peuvent être divergentes. Juste le fait que c'est différent, c'est souvent assez pour mêler les gens. Puis ça ici, c'est un devoir qui est souvent sous-estimé. Tu sais, j'entends des leaders des fois dire, ah oui, c'est tout clair dans ma tête. Mais il ne faut pas que ce soit juste clair dans notre tête. Il faut que ce soit clair sur papier. Donc, documenter, ça ne veut pas dire que j'ai à écrire un roman. Documenter ici, c'est vraiment prendre un temps d'arrêt, déposer ses idées sur papier, genre one-pager, pour résumer tout ça, ce qu'on vise, ce qui est non négociable, ce qui est encore ouvert à être influencé ou adapté. Fait que c'est vraiment un document qui sert de boussole. C'est comme un document qui est un point de repère. Par exemple, un petit mémo d'une page qui explique c'est quoi qui va changer. Puis je vous dirais même ajouter à ça qu'est-ce qui ne changera pas, pourquoi ça va changer, qu'est-ce qui est encore ouvert à la discussion, qu'est-ce qui est déjà tranché, puis c'est quoi la vision à long terme derrière la décision ou le changement qu'on prend. Devoir numéro 2. Clarifier le pourquoi du changement. Être capable d'expliquer le pourquoi derrière la décision ou le changement. Fait que c'est d'être capable de formuler clairement les enjeux, les défis, les problèmes ou même les opportunités qui font en sorte que le changement est nécessaire.
Fait essentiellement, les employés doivent sentir que le changement, c'est pas juste un caprice de leur direction, mais que c'est pertinent pour eux, c'est pertinent pour l'ensemble de l'organisation. Fait ultimement, ici, là, on cherche à exprimer un pourquoi qui favorise le buy-in et non pas la résistance. Puis ça, il faut que ce soit un réflexe fondamental d'être capable d'expliquer un vrai pourquoi derrière le quoi. Si les gens ne sentent pas que le changement qu'on propose s'en vient vraiment régler quelque chose d'important, puis que les raisons sont floues, ils ont de l'air politique, ils ont de l'air superficiel, on est en train de créer beaucoup plus de méfiance que de confiance. On est en train de créer beaucoup plus de résistance que de buy-in. Donc, il faut les formuler, les enjeux. Il faut aussi formuler et préciser quelles sont les opportunités. Pardon. Essentiellement, une fois qu'on a expliqué le pourquoi derrière le quoi, on devrait entendre des employés dire: Ah oui, là, je comprends pourquoi on s'en va vers cette direction-là. Ah là, je comprends pourquoi on prend telle décision. Fait qu'on cherche ici là, un pourquoi qui est pertinent, pas juste un beau slogan, mais une vraie connexion avec les gens, un vrai pourquoi. Puis ça aide au buy-in. Fait que par exemple, ici, si j'avais expliqué à une équipe d'enseignants pourquoi est-ce qu'on change la façon qu'on dessert des élèves à grands besoins, ici, je suis en train de dire, c'est parce qu'il y a trop d'élèves qui entrent dans l'école avec des défis importants. On a 30 jeunes qui sont entrés en maternelle, jardin, première année avec des grands défis de concentration, puis ils partent à la fin de la 6e année, puis ils ont les mêmes défis de concentration. Fait que c'est un changement ici là, qu'on met en place là, pour intervenir plus tôt, plus stratégiquement, puis que ça ait un réel impact sur la réussite des jeunes, mais aussi sur votre réussite comme personnel enseignant. Fait que expliquer le pourquoi derrière le quoi. Il faut être capable de le comprendre soi-même avant même de l'expliquer aux gens. Devoir 3. Faire du ménage. Hein? C'est le printemps, on parle de ménage souvent, donc faire le ménage dans les incohérences. On connaît l'expression faut que les bottines suivent les babines. C'est un peu ça que ça veut dire ici, le 3e devoir. C'est la capacité de repérer, et de corriger les messages, les gestes, les comportements, les actions, les processus qui pourraient réduire ou miner notre crédibilité au niveau du changement. Ça, c'est un devoir qui est un must, c'est un incontournable. On pourrait avoir la meilleure stratégie au monde, mais si nos gestes contredisent nos messages, si nos bottines ne suivent pas nos babines, on va perdre la crédibilité. Fait qu'essentiellement, on ne peut pas prôner une nouvelle initiative sans l'avoir intégrée ou incarnée dans les gestes du quotidien. On ne peut pas dire une chose et faire autre chose. Les employés remarquent tout. C'est dans les petits détails du quotidien que le changement va passer ou va casser. Fait que, ultimement, la cohérence, être cohérent, c'est ça qui crée de la confiance. Tandis que si on est incohérent, on dit quelque chose, mais on fait autre chose, ça va créer du cynisme, ça va créer de la résistance. La cohérence, ça bâtit vraiment la confiance. Donc, par exemple, ici, si on met une nouvelle politique en place sur le télétravail, donc on dit aux employés, bon, dorénavant, 2 jours au bureau, 3 jours en télétravail, mais là qu'on se met à exiger plein de rencontres en réunion, en présentiel, 3, 4, même 5 jours par semaine, mais il faut faire le ménage là-dedans. Soit qu'on ajuste la politique ou soit qu'on ajuste les pratiques. Donc, on ne peut pas dire une chose, faire autre chose. Fait avant de même d'aller chercher le buy-in, est-ce qu'on peut faire le ménage dans nos incohérences? Le devoir numéro 4, s'assurer de la capacité à suivre. Donc, pour avoir de l'alignement, il faut être capable d'avoir des ressources. Fait qu'avant même de demander aux équipes d'embarquer dans quelque chose, il faut vraiment se poser une question importante. Est-ce qu'ils ont ou est-ce que nous, comme organisation, avons ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires comme le temps, l'énergie, les compétences pour vraiment embarquer dans ce changement-là? C'est la base. C'est comme vouloir
faire un voyage, mais on n'a pas de valise, on n'a pas d'argent, on n'a pas de plan, on n'a pas des pneus en bonne condition, peu importe. C'est la même chose. Avant de faire un changement, il faut se demander si on a les ressources. Parce que le changement ne peut pas reposer sur une surcharge qui n'est pas soutenue. On ne peut pas bâtir un changement si les gens sont surchargés, sinon on va finir par les épuiser. On va même épuiser notre talent qui risque de quitter. Ultimement, les gens s'engagent quand ils sentent qu'on les aide à réussir, pas quand on leur en met beaucoup trop sur les épaules. Fait que rajouter une pression démesurée crée de la résistance. Mais les gens vont s'engager quand ils sentent qu'on a pensé aux ressources pour les aider à réussir. Exemple, avant d'implanter un nouveau système informatique, est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'on a le budget pour acheter les licences nécessaires pour que tous les utilisateurs puissent utiliser le nouveau système? Est-ce qu'on est capable de libérer des journées de formation? Est-ce qu'on est même capable de revoir temporairement certains objectifs ou certaines priorités le temps qu'on transitionne vers? Est-ce qu'on est capable d'offrir un soutien sur demande? Est-ce qu'on a identifié une personne ressource pour aider les autres à s'approprier le nouveau système, etc. Donc, allouer les ressources. Devoir numéro 4. Cinquième et dernier devoir pour aujourd'hui, choisir les bons messagers. Hein, c'est pas juste ce qu'on dit qui compte, mais c'est aussi qui le dit qui compte. Donc, dans un contexte de changement, la crédibilité du messager peut faire toute une différence. Fait qu'ici, c'est la capacité d'identifier qui est la personne la plus crédible pour parler du changement. Parce que les employés vont d'abord écouter les gens en qui ils ont confiance, les gens qu'ils respectent. C'est tellement plus facile d'embarquer quand on sent qu'on a une connexion, puis qu'on a un respect, puis qu'on a quelqu'un de crédible qui nous parle du changement. Puis un bon messager peut rallier une équipe bien plus facilement qu'un long courriel écrit par la haute direction. Donc, avant de l'envoyer, ce long courriel-là qui annonce un changement, il faut se demander, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est influent, qui est crédible, en qui les employés ont confiance et qui pourrait être rassuré par le message qui est à livrer? Alors, par exemple, ici, lors d'un virage stratégique, nouvelle planification stratégique peut-être, nouvelle décision stratégique, peut-être qu'un gestionnaire sur le terrain qui est respecté serait peut-être la bonne personne à livrer le premier message à son équipe en expliquant ce qui va changer pour eux, puis pourquoi lui aussi y croit. Donc, 5 devoirs. Là, Avant de continuer, il y a une question dans le Q&A. Donc, la mentalité de croissance n'est-elle pas un préalable à une perception positive du changement de la part des employés? Relis-moi ça, Harley, je pense que j'aurais besoin de le Oui, voir même. non, c'est bien correct. Donc, la mentalité de croissance n'est-elle pas un préalable à la perception positive du changement de la part des employés? OK. Mentalité de croissance, pour moi, c'est souvent égal à, tu peux remettre en mute, c'est souvent égal à l'ouverture au changement. Puis je sais pas si, je pense que de façon naturelle, il y a des personnes qui sont ouvertes au changement. Hein. Ils veulent toujours que les choses bougent, avancent, une nouvelle idée n'attend pas l'autre, un nouveau projet n'attend pas l'autre, etc. Mais ça, si on regarde les statistiques, il y a à peu près 13% de la population qui vraiment, s'ils ne sont pas en train d'initier des changements, sont vraiment comme les premiers à embarquer. Fait qu'un 13 à 15% de la population est comme ça. Ça veut dire qu'il y a à peu près 85% de la population qui ont besoin d'être préparés au changement. C'est ce que j'appelle l'ouverture au changement. L'ouverture au changement, comme je viens de le dire, ça dépend de nos styles, mais ça dépend du changement. Moi, je pourrais être ouverte à un changement ici par rapport à un changement d'horaire parce que je me dis, oh, j'espère que ceci va se passer comme c'est déjà dans mes valeurs, j'y crois, je suis ouverte. Fait que si on l'annonce, ce changement-là, je vais embarquer rapidement.
Mais si je suis bien, moi, dans mon horaire, puis qu'on me propose un horaire tout à fait différent pour mon travail, si ça ne fit pas avec mes valeurs, ça ne fit pas avec mes priorités ou avec ma façon de vouloir travailler, l'ouverture au changement à ce moment-là, elle est moins grande. Fait que tout ça pour dire, c'est une longue réponse pour dire, des fois, ça fait partie de notre tendance naturelle, surtout pour 15% de la population, mais pour l'autre 85% de la population, c'est du cas par cas. Fait que j'espère que je réponds bien à la question de la personne qui l'a posée. Je continue, j'espère que notre Slido va fonctionner aujourd'hui. Alors, voici. On est dans la thématique des 5 devoirs. Ayant en tête un changement que vous amorcerez prochainement ou qui est peut-être à ses débuts, est-ce qu'il y aurait peut-être des devoirs qui restent à faire avant d'aller chercher le buy-in des gens, comme documenter la décision, clarifier le pourquoi du quoi, faire le ménage dans les incohérences, s'assurer d'avoir les ressources, choisir les bons messagers. Allez-y, est-ce qu'il y aurait des petits devoirs à faire par rapport à un changement que vous vous apprêtez à faire? Donc, pour participer, c'est relativement simple. Vous prenez la photo vous mettez votre caméra sur le code QR, ça ouvre dans un furteur et vous avez accès. On est presque 30 aujourd'hui, puis à peu près le tiers qui a répondu. Je vais attendre à ce qu'on soit au moins à la moitié pour commencer à montrer les résultats du groupe. Hein, 10, 10, 10. Est-ce qu'on va aller à 11? Est-ce qu'on va se rendre à 15? Ah oui, on est à 13. Excellent. 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 Bon, j'ai atteint ma cible. Allons voir à quoi ressemblent là, les résultats du groupe. Ah, donc, pour la plupart ici, c'est clarifier le pourquoi, hein, le pourquoi de la décision pour que les employés disent, ah oui, là, je comprends. Puis souvent, le piège avec le pourquoi, c'est qu'on a tendance à expliquer un pourquoi qui est logique. Mais quand on vient aussi expliquer un pourquoi humain, ça ajoute tellement plus de crédibilité à la réponse. Fait que ça, c'était vraiment là, la réponse la plus commune. On continue. L'impact de l'intelligence émotionnelle en gestion du changement. Donc ici, c'est 8 stratégies, 8 petits trucs pour m'aider moi comme gestionnaire leader à agir avec plus d'intelligence émotionnelle quand je gère des changements. Fait qu'on est vraiment dans des pratiques de leadership. Commençons avec une petite citation que j'ai trouvée comme ça sur le web. On dit que l'intelligence émotionnelle ne décore pas un processus de changement. Ne décore pas, en d'autres mots, c'est pas un surplus, c'est pas juste du flafla, c'est pas juste de la dentelle, mais l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui rend un processus de gestion de changement, c'est ce qui le rend viable, mobilisateur et humainement soutenable. Parce que quand on considère l'impact sur les gens, ça nous aide à garder les gens mobilisés, ça nous aide à gérer des réactions qui sont humaines et normales, comme la peur, le doute, la fatigue, des personnes sceptiques, puis ça nous permet de rendre le processus beaucoup plus humain que robotique et donc beaucoup plus durable. Parce que sans intelligence émotionnelle, même le meilleur plan, même la meilleure raison d'aborder un changement pourrait échouer et faire en sorte que les gens décrochent ou résistent. Donc, essentiellement, on le sait, c'est un rappel aujourd'hui,
on ne gère pas des robots, hein? On gère des vrais êtres humains, puis il faut en tenir compte tout le temps, mais surtout en gestion du changement. Donc, la stratégie numéro 1, c'est de bien lire le climat dans la salle. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, puis je suis désolée de la dire en anglais, mais c'est l'expression read the room, lire la salle, bien lire le climat. Un leader qui est doté d'intelligence émotionnelle est capable de percevoir des signaux qui sont faibles, tu sais, comme quelqu'un qui roule des yeux, quelqu'un qui soupire, des bras croisés. Donc, on est capable de percevoir des signaux avant même qu'ils deviennent des blocages. On est capable de lire les réactions, on est capable de lire le non-verbal. Et quand je suis capable de lire le non-verbal, ça me permet d'adapter mes messages, adapter la communication. Ça me permet d'être stratégiquement prêt et d'adapter les interventions, peut-être certaines décisions, avant que ça devienne des tensions qui ne soient plus gérables. Alors, quand je suis un leader qui pratique son intelligence émotionnelle, je suis capable de capter ce qui n'est pas encore dit, mais ce qui est en train de se vivre. Capter ce qui n'est pas encore dit, mais ce qui se vit présentement. Donc, tu sais, par exemple, une équipe qui dit rien. Je viens de présenter quelque chose, je demande s'il y a des commentaires, des préoccupations, des rassurances, et c'est un silence total. Personne ne pose des questions, ou même le ton va changer subtilement. C'est un signal. Et quand je suis alerte à ceci, ça me permet d'intervenir tôt, juste des fois en ouvrant la porte puis en demandant aux gens, OK, je la sens, là, la tension ou l'anxiété, là. Je veux vraiment savoir, là, comment ça se passe pour vous en ce moment. Être capable de le lire et puis ouvrir un espace pour que les gens puissent exprimer leurs craintes. Stratégie numéro 2, créer un climat de confiance. Donc, un leader doté d'intelligence émotionnelle va prendre une posture d'écoute, de cohérence et de transparence. Et ça, c'est souvent le contraire de prendre une posture de vendeur. Et quand je suis en écoute, quand je suis cohérent, quand je suis transparent, je suis vrai, je suis authentique, j'augmente la probabilité que les employés donnent peut-être une seconde chance à l'initiative, même si elle n'est peut-être pas parfaite. Donc, ici, essentiellement, ce que j'essaie de dire, c'est pour créer un climat de confiance, si j'ai de l'intelligence émotionnelle ou je la pratique, je n'essaie pas de tout contrôler ou de tout savoir. Je suis vraiment à l'écoute, je suis capable de me laisser influencer, je suis cohérent dans mes messages, je suis surtout transparent. Puis ça, ben, ça peut ressembler à gang, j'ai pas toutes les réponses tout de suite, mais j'aimerais ça qu'on les cherche ensemble. Je pense qu'on est capable de figurer les prochaines étapes ensemble. Puis ce genre d'authenticité-là, ça va créer un climat où les gens seront prêts peut-être à donner une chance au changement, même s'il n'est pas parfait. Créer un climat de confiance. Stratégie 3. Accueillir les émotions sans jugement, sans juger les autres. Un leader qui est doté d'intelligence émotionnelle va valider des réactions plutôt que de les minimiser ou les fuir et faire semblant que les émotions ne sont pas là. Parce que quand je valide des émotions, des réactions, je réduis la résistance et je favorise l'ouverture. Donc, j'essaie pas de calmer tout de suite, j'essaie pas de convaincre tout de suite, je vais juste commencer par valider ce que l'autre personne est en train de vivre. Quand je valide, les employés deviennent beaucoup plus ouverts à écouter, sont moins tentés de rejeter le changement ou même de se défendre. Fait que, par exemple, si un employé est en colère, je pourrais tout simplement dire, ben, je vois que ça te fâche. Je peux comprendre pourquoi. Fait que juste valider, ça veut pas dire que je suis d'accord, ça veut dire que, tu sais, l'expression en anglais, I acknowledge, je valide, tu existes, tu as des sentiments, tu as des besoins. Juste ça, ça peut ouvrir un espace. Puis souvent, c'est cette validation-là aussi qui va désamorcer la résistance,
puis qui va éviter qu'on tombe dans des arguments. Stratégie 4, prendre des décisions en tenant compte de l'humain. Donc, un leader doté d'intelligence émotionnelle va considérer à la fois les faits et l'impact du changement sur les personnes. Fait qu'avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est pas de mettre les faits de côté, mais c'est de les regarder en même temps que de regarder l'impact sur les gens. Fait que quand je fais ceci, j'évite peut-être d'aller trop vite ou d'être trop brusque, puis d'être mal reçu. Ou j'évite d'être dans des décisions là, qui sont paralysées par les émotions. Par exemple, si une équipe est déjà à bout de souffle, il y a plein de dossiers, il faut que je me pose la question, c'est-tu le bon moment, c'est-tu le bon timing pour ajouter une nouvelle directive, même si elle est logique, mais l'impact sur les êtres humains, sur les employés m'indique que c'est peut-être pas le bon timing en ce moment. Fait que je pourrais peut-être retarder un changement qui est pas urgent et ça pourrait faire toute la différence dans le buy-in et éviter de la résistance. Stratégie 5, inspirer avant d'imposer. Fait qu'un leader doté d'intelligence émotionnelle va inspirer avant d'imposer. En général, les personnes raisonnables vont vouloir qu'on leur donne la chance d'embarquer avant qu'on leur impose quelque chose. Fait qu'ils veulent avoir envie de s'impliquer au lieu de se faire imposer quelque chose. Quand je donne envie de s'impliquer, bien, les gens vont probablement s'engager par choix et non pas par obligation. Et ça rend tout le changement tellement plus viable et durable. Fait que ça pourrait être, par exemple, voici ce qu'on veut améliorer ici dans notre département, dans notre organisation. Puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse à tout ça ensemble. À quoi ça pourrait avoir l'air si on réussissait à changer ceci ou cela? Donc, inspirer avant d'imposer. Stratégie numéro 6. Modeler une saine gestion de ses propres émotions comme leader gestionnaire. Fait que c'est un petit peu le walk the talk encore ici. Fait qu'un leader qui est doté d'intelligence émotionnelle va montrer par son comportement comment est-ce qu'on peut traverser toute l'incertitude, toute l'anxiété, les tensions avec calme et agilité et flexibilité. Et quand on est capable de modeler des comportements de saine gestion d'émotions, on régule l'anxiété collective et on renforce la résilience au sein de tout le monde. Parce que même si on initie des changements, comme leader, ça ne veut pas dire qu'on n'en vit pas des moments d'incertitude ou de remise en question. Mais quand j'en vis des moments d'incertitude, quand j'en vis des remises en question, quand je suis pas trop certaine, si je suis capable de démontrer comment je le vis, je suis capable d'enseigner aux gens comment faire face à tout ceci avec calme. C'est un beau modèle qui permet de créer de l'ambiance dans une équipe. Stratégie 7. Favoriser la sécurité psychologique. Donc, un leader doté d'intelligence émotionnelle crée un espace où les gens ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire, ont le droit d'exprimer ce qu'ils vivent ou ce qu'ils pensent sans peur de jugement ou de représailles. En d'autres mots, sont capables d'exprimer des inquiétudes, des préoccupations sans avoir peur d'être dans le trouble. Et quand je crée un espace sécuritaire comme ceci, les gens vont les exprimer leurs idées, vont exprimer leurs doutes, vont même peut-être proposer des pistes d'amélioration. Plus je crée un espace sécuritaire pour s'exprimer, moins les gens vont s'exprimer dans les corridors, derrière une porte fermée, dans le stationnement ou dans des endroits où moi, je peux même pas l'entendre comme leader gestionnaire. Donc, quand je crée ce sentiment sécuritaire-là pour que les gens disent ce qu'ils pensent, même si c'est inconfortable, ça peut tout changer. Ça peut tout changer parce qu'à ce moment-là, les gens sentent que ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils vivent est considéré et entendu. Imaginez une employée qui oserait dire à son gestionnaire ou à faire les deux, je suis vraiment inquiète par rapport aux priorités là,
qui se présente dans notre prochaine année. Je peux voir ça comme un signe de confiance et non pas de résistance parce que je me dis, elle a le courage, elle a la confiance de me le dire à moi ou de le dire en groupe. J'aime mieux l'entendre que de l'entendre dans les corridors ou de ne pas l'entendre parce que justement, ça se dit dans les corridors. Stratégie 8. Prévenir les tensions invisibles. Donc, un leader qui est doté d'intelligence émotionnelle va anticiper, va voir et va adresser ce qui ne se dit pas. Fait qu'un petit peu plus tôt, on disait être capable de le lire, mais ici, c'est d'être capable d'anticiper ce que certaines personnes vont vivre comme, tu sais, si par exemple, si dans une organisation, l'employé A a eu un poste versus l'employé B, il pourrait peut-être y avoir un peu de jalousie, perte de statut, une impression d'injustice. Donc ici, c'est le côté empathique. Je suis capable de me mettre à la place de l'autre, puis je suis capable de gérer ce qu'on m'a pas dit. L'employé n'est pas venu me dire, je suis jalouse, j'ai perdu mon statut, ça n'a pas été juste, mais je peux l'anticiper, puis je peux en tenir compte. Ce que ça permet de faire, ça permet d'ajuster les messages que je vais dire à ces personnes-là ou à cette personne-là et même prévoir des mesures d'accompagnement. Donc, voilà, offrir un soutien additionnel justement à un individu qui perd des responsabilités dans un nouveau modèle. Donc, 8 stratégies, 8 façons de démontrer de l'intelligence émotionnelle en gestion du changement. Je vais sauter la prochaine diapo parce que sinon on va manquer de temps. Mais voici, je vous lance un petit quiz. Je vous demande, en pensant aux 8 stratégies qu'on vient de voir, ordonne ces stratégies en commençant avec celle qui est la plus naturelle pour toi et en terminant avec celle qui te vient le moins naturellement. Donc, de la plus naturelle à la moins naturelle. Donc, allez-y, quand vous allez être dans le Slido, faites juste utiliser votre doigt là, pour bouger les stratégies vers le haut ou vers le bas selon si vous êtes naturellement encline à les pratiquer. En train de classer ça. Je vais l'ouvrir bientôt juste pour voir comment c'est intéressant de voir bouger tout ça au fur et à mesure que vous participez. Voilà. Fait qu'en ce moment, ce qui semble être le plus facile chez vous comme groupe, c'est de créer un climat de confiance. Et ce qui nous vient moins naturellement en ce moment, c'est inspirer avant d'imposer. Et vous voyez, hein, ça change au fur et à mesure que les gens soumettent leurs réponses. Un climat de confiance et bien lire le climat, là, ça semble être toujours là, ce qu'il y a de plus naturel chez vous. Je dis souvent, hein, go easy on yourself, mais je pense que quand on est capable de bien lire le climat puis de créer un climat de confiance, par ricochet, par effet domino, ça a un impact sur les stratégies qui suivent. Confiance, normalement, ça permet d'accueillir les émotions, favoriser la sécurité psychologique. Oups. Voilà. Excellent. Wow, vous êtes des bons participants aujourd'hui. Voyez-vous, c'est différent pour tout le monde. Fait que si c'est juste de voir, tu sais, si moi, ce qui me vient le moins naturel, c'est de prévenir des tensions invisibles, bien, j'essaie de me mettre dans la place des gens qui reçoivent le changement, puis j'essaie de voir comme les deux, qu'est-ce que je pourrais faire pour
maximiser le buy-in, sachant que cette personne-là vit certaines tensions avec les décisions ou le changement. OK, c'est bon. Merci pour votre participation. On saute dans la troisième partie de notre webinaire, 5 stratégies pour communiquer dans le but d'assurer le plus de buy-in possible. Stratégie numéro 1. Ancrer la communication dans une vision concise et engageante. Hein? On revient souvent avec de clair et pas cute, clair mais pas sexy. Fait que ça, c'est d'être capable de dire ma vision, ma décision, la direction que je prends, là, je suis capable de la dire en moins de 20 mots. Ma vision en moins de 20 mots. Pourquoi c'est important en moins de 20 mots? Parce qu'une vision qui est claire, qui est courte, qui est ambitieuse, permet à tout le monde de se rattacher à une même direction. Fait que l'astuce ici, c'est d'utiliser une courte phrase que les gens peuvent répéter facilement. Exemple, la nôtre dernièrement, la vision qu'on a rendue encore plus claire, c'est qu'on veut offrir une expérience client gant blanc à tous nos apprenants, à tous nos clients. Il faut vraiment que ce soit le white glove service là, pour tout le monde à 100% d'ici 6 mois. C'est facile à comprendre, on s'en souvient, expérience, gant blanc, ça fait partie de notre vocabulaire et je pense que ça n'a même pas 10 mots. Mais plus c'est clair, plus c'est court, plus c'est ambitieux, plus c'est normalement engageant. Stratégie numéro 2, quand on communique le changement, il faut y donner du sens. Ça revient à des notions qu'on a vues un petit peu plus tôt dans le webinaire. Il faut être capable de dire aux gens, voici pourquoi on adopte cette nouvelle direction. Donc, voici pourquoi on adopte une approche service gant blanc à tous nos apprenants et à tous nos clients. Il faut le comprendre parce que plus on explique le pourquoi, plus les gens vont s'engager quand ils comprennent vraiment le pourquoi profond du changement. Valider le changement selon nos axes. Fidèle à notre mission, fidèle à notre vision, fidèle à nos valeurs. Combler un irritant, est-ce que ça va augmenter la satisfaction de la clientèle? Est-ce que ça répond à un besoin exprimé? Est-ce que ça s'aligne avec une tendance majeure? Service gant blanc à tous nos apprenants et à tous nos clients parce que on fait de la formation puis on veut que les gens profitent de la formation. Puis on veut surtout que les clients n'aient aucun stress quand ils font affaire avec nous. C'est dans notre mission, c'est dans notre vision, puis c'est dans notre valeur de bienveillance également. Stratégie numéro 3. Clarifier ce qui change et ce qui ne change pas. Fait qu'ici, là, je voudrais vous en parler pendant presque 1 heure, mais je vais me limiter à 1 petite minute. Apporter du changement sans créer de confusion. Quand je suis capable de dire ce qui change et ce qui ne change pas, ben souvent, ça va rassurer les gens parce que la peur vient souvent du fait que tout change, tout est en train de changer. Il y a justement une cliente qui nous disait dernièrement, comment est-ce qu'on fait pour gérer, c'est en anglais, le change fatigue. Dans son département, elle a l'impression que les employés là, sont fatigués d'entendre parler du changement, mais c'est parce qu'on est toujours en train de parler du changement. On mentionne rarement ce qui reste pareil ou ce qui ne change pas. Puis, il faut nommer les choses comme il faut aussi. J'ai travaillé dans des écoles pendant presque 30 ans de ma vie. La rentrée scolaire, oui, ça nous fait vivre toutes sortes de changements, mais ce n'est pas un changement. Ça fait partie de notre mission, ça fait partie de notre mandat, commencer des nouvelles années scolaires. Si on les a bien documentées, opérationnalisées, puis on a fait du ménage dans comment que ça devrait se passer, on devrait pas être en train de vivre, on devrait pas appeler ça un changement. C'est juste une nouvelle année scolaire. Donc, l'astuce, c'est de toujours présenter les choses en duo. Ce qui reste pareil, puis ce qui évolue et ce qui change. Stratégie numéro 4. Nommer les personnes impliquées, les joueurs clés. Donc, quand on est en train de le présenter aux gens, à l'équipe,
on identifie les visages du changement. Pourquoi c'est important de le communiquer? Parce que les gens s'engagent mieux quand ils savent qui porte quoi ou qui fait quoi et quand ils savent à qui ils peuvent s'adresser s'ils rencontrent des défis ou des problématiques ou s'ils ont des questions. Fait que mentionner les secteurs qui sont impliqués, nommer les appuis qui sont visibles, les champions de ceci ou un forum de questions et réponses une fois par semaine, mais mentionner là, c'est ça, qui est impliqué et comment est-ce qu'on peut soutenir et aider les gens dans tout ça. Cinquième et dernière stratégie pour aujourd'hui, préparer, présenter une séquence claire de jalons, donc un timeline. Fait être capable de communiquer clairement ce qui s'en vient et quand ça s'en vient. Pourquoi c'est important? Parce que l'engagement augmente quand les étapes sont lisibles, visibles et que les gens peuvent se situer dans le temps. Fait voici par quand tout ça sera fini. Prochaine étape, c'est ceci. 2, 3 prochaines grandes activités ou jalons clés à venir, c'est à ce moment-là. Donc, les grands jalons, les grands timelines. Allons-y, dernier petit quiz pour vous aujourd'hui. Parmi les 5 stratégies, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes que vous aimeriez pratiquer un peu plus souvent quand vient le temps de communiquer un changement? Que c'est capable d'exprimer votre vision, décision en moins de 20 mots. Rattacher la vision, la décision à mission, vision, valeur, satisfaction, besoin, tendance. Clarifier ce qui change, ce qui ne change pas. Nommer les personnes clés. Offrir un timeline. Y a-t-il quelque chose à pratiquer un peu plus souvent pour bien communiquer le changement? Pendant qu'on attend les réponses, il y a une question dans le chat. Donc, si une personne a zéro intelligence émotionnelle et fait tout le contraire des stratégies de changement, est-ce que c'est possible de renverser cette situation? Ce que je comprends dans la question, c'est si une personne qui a zéro intelligence, est-ce que c'est possible d'apprendre à développer son intelligence émotionnelle? Ça, c'est une question qui aurait 137 réponses, c'est sûr. Mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est possible de renverser cette situation-là. Il faut d'abord en être conscient. Il faut d'abord être conscient, comme les deux gestionnaires, que j'ai pas le réflexe d'utiliser des stratégies d'intelligence émotionnelle, puis il faut que je les apprenne. C'est de savoir l'impact que j'ai. Puis, je pense que 50% de la solution, c'est de réaliser que j'en ai pas beaucoup ou que j'en ai très peu ou que j'en ai beaucoup à développer. Mais sans ce awareness-là, je pense que c'est difficile de renverser la situation. Puis là, ben, si on veut faire part à quelqu'un qui aurait des apprentissages à faire en intelligence émotionnelle, bien là, on tombe dans tout un autre sujet de comment aborder un enjeu ou un sujet qui est difficile avec quelqu'un, mais c'est définitivement possible. C'est possible en autant qu'on a à cœur le bien-être et la réussite de la personne qui devrait développer de l'intelligence émotionnelle. Bon, allons voir, gang, vos réponses. Parmi les 5 stratégies, laquelle serait à pratiquer un peu plus souvent? Exprimer ma vision en moins de 20 mots. Ouais, la documenter puis presque l'apprendre par cœur. C'est ça qui nous aide à rester aligné, rester consistant, cohérent. Absolument. Ça, c'est comme changer, c'est comme ne jamais changer les mots d'un refrain d'une chanson qu'on aime beaucoup. C'est à peu près à ça que ça ressemble. OK, allons-y. Un astuce et son risque, un piège et son risque, astuce et impact. Voici un piège des fois dans lequel on peut tomber en gestion de changement, intelligence émotionnelle. C'est de croire que quand je communique, que ma communication consiste à livrer un message. Voici, j'ai des choses à dire et puis je vous informe que. Fait que quand on pense que communiquer, c'est livrer un message, le risque ici,
c'est que les gens vont recevoir que c'est comme une communication à un sens. Et puis là, bien, on va interpréter le silence comme de l'accord. Ça va créer du désengagement réel. Le risque ici, essentiellement, c'est de tomber dans l'harmonie artificielle. Les gens risquent de faire semblant qu'ils sont d'accord parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de possibilité de retour ou de réaction. L'astuce, traitez chaque message que vous livrez comme étant une hypothèse à valider. Je vous dis ceci, j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, traitez chaque message comme hypothèse à valider et chaque réaction comme une donnée précieuse. Les réactions positives sont le fun, mais les réactions plutôt négatives où il y a de la peur, de la crainte, tout ça, c'est une donnée précieuse. Puis dites-vous, cette personne-là me fait assez confiance pour me l'exprimer, puis arrêtez de le voir comme de la résistance. L'impact, les personnes se sentent vues, écoutées, considérées, prises au sérieux. Et quand les gens se sentent comme ça, on gagne non seulement leur attention, mais on gagne aussi leur implication et leur buy-in. Puis le changement devient un processus qui est beaucoup plus partagé, hein, à deux sens et non pas imposé. Donc voilà, c'est pas mal ce qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Partez pas trop vite parce que je veux vraiment vous parler des prochaines formations gratuites. D'ailleurs, il y en a une ce soir qui s'intitule Ton organisation est-elle performante? Oui, non, peut-être. Peu importe ta réponse. Comment le sais-tu? Donc, c'est ce soir à 18h40. Et l'autre prochaine formation en français, 3 réflexes vers une approche coaching en gestion. Donc, 3 réflexes à développer pour gagner du temps, pour arrêter de tout prendre sur ses épaules. C'est ça que ça veut dire ici. Mardi le 6 mai à 13h. Ça vous en dit d'en apprendre plus, soit en gestion de changement, soit en intelligence émotionnelle. Sachez que sur notre site web, il y a plein d'autres formations, mais j'en ai ciblé 5 ici qui pourraient être super utiles pour gérer des changements avec succès et durabilité. Clarté avant tout le monde sur la même page, c'est la base. Communiquer pour mobiliser, cultiver l'imputabilité, une conversation difficile à la fois, l'intelligence émotionnelle, comprendre l'impact qu'on a sur les autres, et puis les 3 grandes étapes de la gestion du changement, un travail de leadership.